a plusieurs interlocuteurs, pardon, je vais aller un peu plus vite, ah, c'est pas sorti, désolé. Donc, on va passer sur tout ça. Donc, le calendrier 2023 que nous avons, c'est celui-là, celui que l'on applique depuis déjà, pour une partie février 2023 et pour le reste le 15 octobre 2023. C'est le même calendrier que 2016. Il n'y a pas eu de changement dans le schéma, dans les vaccins. Le seul changement, ce sont les combinaisons vaccinales, puisque dans ce calendrier 2023, nous sommes toujours sur un schéma 2+1, c'est-à-dire qu'on fait une primo-vaccination à 2 mois, 4 mois et un rappel à 1 an, mais au lieu d'un vaccin DT-Coq-IB. Attendez, c'est bon? C'est bon. Donc on continue ou on continue simplement, ils avaient entendu? Non, ils avaient entendu, mais Ils ne voyaient pas. ils n'étaient pas sur le diaporama. Très bien. Donc je comprends que le calendrier 2023, qu'est-ce qu'il comprend de neuf? Ce sont les mêmes 11 maladies. C'est toujours un schéma 2+1, c'est-à-dire une primo-vaccination, 2 mois, 4 mois, et un rappel à 12 mois. Mais au lieu que ce soit un vaccin DT-Coq-IB HPV, un pentavalent, c'est un hexavalent dans lequel il y a en plus du penta un polio injectable associé et un coqueluche acellulaire qui remplace le coqueluche germantien. Il y a un deuxième changement, c'est le rappel de 6 ans pour lequel nous faisions jusque-là un DT enfant qui a été remplacé par un diphtérie tétanos coqueluche et VPI, donc 10 vaccins tétravalents dans lequel la polio injectable a été associé et le coqueluche est également acellulaire. Donc le coqueluche acellulaire remplace le germantien dans tout le calendrier. Mme Boukhari nous parlera de la coqueluche et nous donnera un peu plus de précision. Le vaccin polio oral à 2, 4 et 12 mois est co-administré avec le VPI qui est en combinaison hexa ou tétra, donc à 2, 4, 12 mois pour l'hexa et tétra DT-Coq VPI à l'âge de 6 ans. Et enfin, la nouveauté de ce calendrier 2023 véritable et importante qui va faciliter l'application, c'est que à partir du 15 octobre 2023, tous les nourrissons et enfants éligibles ont été recalés sur le nouveau calendrier. Donc on a abandonné le principe des cohortes de naissance qui fait que l'application est plus facile dans ce calendrier. On en voit ici la facilité. Il y a eu le DT-Coq BPI qui a été fait en 2023, mais le février 2023 au milieu scolaire. Donc, il a précédé l'application du reste du calendrier qui a commencé le 15 octobre 2023. Donc, actuellement, nous sommes le 15 décembre 2024, donc il a 14 mois, ce qui veut dire que pour les modifications qui ont été inscrites avec le tétra et l'hexa, tous les nourrissons ont dû avoir le nouveau calendrier et celui est appliqué. Mais comme il y a des retards, il est bon de recaler tous les retardataires sur le nouveau calendrier avec les nouvelles balances qui ont été inscrites. Qu'est-ce qu'on a fait pour le calendrier 2023? Vous voyez ici, si vous ne l'avez pas, la note 2026 26 du 19 octobre 2023, dans laquelle, en plus de l'inscription du vaccin à l'âge de 6 ans, a fait un rattrapage en milieu scolaire qui a été fait pour les enfants 2023-2024. Et on a rappelé que le vaccin DT-Coq BPI qui remplace le DT est applicable à tous les enfants de première année primaire jusqu'à l'âge de 7 ans, y compris ceux qui ont moins de 6 ans à la rentrée scolaire. Parce que la question s'était posée, puisque dans le calendrier, on mettait initialement première année primaire ou 6 ans, et maintenant, comme première année primaire a sauté, les gens n'ont pas voulu vacciner ceux qui étaient rentrés à 5 ans et ceux qui avaient refait l'année qui avait 7 ans. Donc, ce vaccin, pour ceux qui rentrent cette année, qu'ils aient 5 ans, 6 ans, 7 ans, le palier de scolarité fait qu'ils sont concernés par cette vaccination. On a rappelé également que le vaccin anti-rougeoleux qui était appliqué aux enfants
antérieurement à 9 mois et 6 ans est remplacée par 2 doses qui restent obligatoires pour tout enfant, selon le principe simple que tout enfant qui n'a reçu aucune dose d'un vaccin contenant les valences rougeole et rubéole, que ce soit RR ou ROR, eh bien, il faut lui faire 2 doses de ROR à 1 mois d'intervalle. Si un enfant a reçu une seule dose de l'un de ces vaccins, il faut lui faire une deuxième dose de RER. Et comme il ne s'agit pas d'un rappel, les 2 doses, il faut les faire en cas de retard, à 1 mois d'intervalle. J'en parle ici puisqu'on ne reprend pas ça dans le reste de la session d'aujourd'hui. Il a été rappelé également en santé scolaire que tout enfant 0 dose ou sous-vacciné. C'est quoi sous-vacciné? Parce que la question a été posée, c'est tout enfant qui a raté une ou plusieurs des doses pour lesquelles, auxquelles il était assujetti. Eh bien, on va faire le rattrapage en rattrapant pour DT-Coq VPI 3 doses. Et 3 doses, selon un schéma de primo-vaccination et un rappel. Le délai de 2 mois peut être raccourci à 6 semaines s'il y a une urgence. Et pour tout rappel, le délai de 6 mois, on peut le faire avec un minimum de 5 mois en cas de rattrapage. Que les doses de RER, c'est 1 mois. Que l'HBV, c'est 3 doses. 2 en primo-vaccination et un rappel, également selon les mêmes conditions, parce qu'il est co-administré, ce vaccin, pour faciliter les démarches. Donc, même s'il y a un schéma 0, 1, 6 mois, il ne s'appliquera pas à la santé scolaire parce qu'il faut capter les enfants dans le même temps. Enfin, 3 doses de VPO bivalent doivent faire aussi l'objet d'une vérification et de mettre à jour tout enfant qui n'a pas eu ces doses-là. Ce qui fait que dans certaines situations, on sera appelé à faire 3 injections, ce que nous avions déjà depuis 2021, juin 2021, dans une instruction. Le reste des vaccinations en milieu scolaire, concerne le DT adulte qui sera fait dans les mêmes années, première année moyenne et première année secondaire. Il y a eu du retard enregistré pendant la pandémie Covid-19 et qu'il faut absolument rattraper selon ses modalités. Et enfin, en Algérie, tous les vaccins de notre calendrier peuvent être co-administrés, quel que soit l'intervalle de temps entre ces vaccins. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis 2023? Il y a un nouveau carnet de vaccination avec des explications, une traduction en arabe et en français que vous avez certainement dû tous voir et que les parents, qu'on doit inciter les parents à lire. Ce qui a prévalu à la modification de ce calendrier, c'est cet exemple que je partage avec vous, qui est une photo réelle d'un carnet de vaccination d'un enfant. Et je mets un défi quiconque de pouvoir retrouver le lot, la date, l'intervalle qu'il y a eu entre les vaccins, parce que c'est illisible, on n'a pas respecté les espaces. Regardez, quand on a grandi, comment on peut lire ce calendrier? Donc il est quand même rappelé qu'il est important que chaque vaccin a une ligne, qu'il faut mettre le site dans son endroit, parce qu'on co-administre ici la cuisse, on met la droite ou la gauche pour le vaccin donné, on enregistre le lot, on enregistre la date, on signe, et s'il y a eu un événement, il y a observation, on rajoutera. Et il est important que, par exemple, le cachet, il soit au niveau du cachet signature et pas comme ici sur le numéro du lot. Parce qu'il y a un souci avec un lot, il est impossible de pouvoir récupérer les enfants qui ont eu le vaccin de ce lot-là. Et je pense que Madame Lazli confirmera l'importance de cette notion. Vaccination BCG, des changements, il n'y a pas eu de changement, mais juste un petit rappel pour dire qu'à tout moment, il faut vérifier tous les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans, que s'ils n'ont pas de cicatrice, il faut leur faire une deuxième et dernière dose. Et le changement qu'il y a eu, c'est dans le carnet, puisqu'on a dit que c'est dès l'âge de 3 mois qu'il va falloir vérifier cette cicatrice, que si cette cicatrice est absente, il faut noter, il faut programmer l'enfant, s'il n'y a pas cette cicatrice, pour une revaccination, une deuxième et dernière fois, et qu'on la note sur le carnet. Et donc, il y a des pages qui sont destinées à cette vaccination, il faudra les respecter comme telles. Bien entendu, quand on vérifie la cicatrice vaccinale, on vérifie le reste du carnet.
parce qu'on voit des enfants 7 ans, 8 ans, avec des zérodoses et il faut les combler. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est les vaccinations. Depuis 2023, qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveauté? Il n'y a pas eu de nouveauté dans la vaccination hépatite B qui est en 4 doses. Une dose de la naissance pour la prévention verticale mère-enfant et 3 doses co-administrées à 2, 4 et 12 mois pour la transmission horizontale postnatale. Il y a eu une instruction qui a fait l'objet de la vaccination contre l'hépatite B, notamment de la dose de la naissance et d'un enfant qui naîtrait d'une mère HPV positive. Donc je rappelle simplement cela. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a un nouveau guide qui sort là, dont on va voir un peu l'architecture, le modèle, qui comprend 10 chapitres. D'abord, la présentation du programme élargi de vaccination, son ancienneté, son coût, le budget, ce que ça représente. On rappelle un repère sur les 11 maladies du programme. On rappelle les vaccins qui sont utilisés chez nous, leur façon de les administrer quand ils sont reconstitués, le délai pendant lequel on peut les conserver. On a dissocié les modalités de rattrapage vaccinal et les situations particulières, comment vacciner certains enfants, les fondamentaux de la chaîne du froid, un chapitre qui est réservé à la sécurité des injections, comment injecter la seringue, l'aiguille, notamment la filière d'Asri pour éliminer ces produits biologiques selon des sécurités, la tenue d'une séance de vaccination pour les gens qui sont dans les services d'épidémiologie et qui tiennent un centre de vaccination. On fait des modalités de planification de ces séances de vaccination et des vaccins. Bien sûr, il faut que les enfants viennent à leur âge. En cas de rattrapage, à ce moment-là, en fonction du risque, on peut le faire le même jour ou programmer, parce qu'il y a encore des vaccins multidoses. Et enfin, il est important de dire que la mobilisation sociale et la communication sont une part importante de la réussite de la vaccination. Et aujourd'hui, c'est une communication envers les professionnels de la santé, mais il faut qu'il y ait communication vers les autres. Quelques situations que nous avons rajoutées dans le guide, qui font l'objet de nombreuses contre-indications et reports de vaccination, c'est la corticothérapie et le risque vaccinal, qui est lié à l'immunodépression. Ça ne concerne que les vaccins vivants, pas les vaccins inactivés. On rappelle que tout ce qui est topique, inhalé, nébulisé ne contre-indique pas les vaccinations et que la contre-indication du fait de l'immunodépression concerne la dose et la durée de la vaccination. Et à ce moment-là, si c'est 2 mg kilo au-delà de 20 mg et plus de 10 kg, eh ben, ça sera plus de 2 semaines. Oui, quoi de nouveau? Donc, je rappelle ce qu'il y a de nouveau dans le guide. La vaccination sera différée de 1 mois dans ce cas. En cas de bolus, la vaccination sera différée de 3 mois. Il est rappelé que les enfants allergiques respiratoires ou dermatologiques ne constituent pas un report ou une contre-indication. Au contraire, la vaccination est dans ce rattrapage en période de poussée de ces maladies, il faut les vacciner, qu'aucun des vaccins de notre calendrier n'est contre-indiqué, y compris le ROR en cas d'allergie à l'œuf. Il en est de même du vaccin antigrippal sur lequel je dirai un mot à la fin. Nous avons modifié dans le calendrier l'âge du site d'injection et au lieu de 2 ans, nous avons mis que c'était la cuisse à 1 an et le deltoïde après 1 an, mais on peut faciliter les choses et la démarche en disant que tant que l'enfant ne marche pas, et bon, on fait pas dans la cuisse, et dès qu'il marche pour diminuer la douleur, c'est au niveau de... Pardon? Je demande parce que vous allez trop vite. Ah, d'accord. C'est d'aller au niveau du deltoïde. Ça, c'est le vaccin BCG qui est fait par voie intradermique, parce que c'est un vaccin à médiation cellulaire, donc il doit être fait au contact des cellules. Et enfin, question qui vient dans les sites que citait Mme Hamadi, jamais de vaccin dans les fesses chez l'enfant, pour des questions non pas de sciatique, mais simplement de réaction immunitaire et immunologique des vaccinations. Alors, comment on choisit la voie des injections, d'administration? La voie intradermique, c'est pour le BCG. Bien sûr, le polio, c'est par voie orale. Pour tous les autres, c'est la voie sous-cutanée ou intramusculaire. Il est bon de rappeler que les vaccins inactivés qui sont absorbés, donc il y a des
des adjuvants, comme le DT-Coq, polio, IPH-BV, il faut les administrer par voie intramusculaire. Que les vaccins inactivés qui ne sont pas absorbés, tels que les polysaccharidiques non conjugués, eh bien, on les fait par voie intramusculaire ou sous-cutanée. Les vaccins viraux vivants atténués, notamment ROR, qui rejoignent accessoirement en cas de voyage, la voie sous-cutanée est préférentielle, mais on peut les faire par voie intramusculaire. Donc, en résumé, tous les vaccins par voie sous-cutanée peuvent se faire par voie intramusculaire, mais l'inverse n'est pas exact. C'est-à-dire que pour des questions d'immunogénicité plus performantes, les vaccins inactivés absorbés doivent être faits par voie intramusculaire pour l'immunogénicité et pour une meilleure tolérance locale, ce qui nous amène au changement qu'il y a eu l'additif par rapport à l'instruction hémophilie de 2013, c'est que tout enfant qui a un risque hémorragique du fait d'une anticoagulation, d'une pathologie de la coagulation, eh bien, le vaccin par voie intramusculaire sera fait par voie intramusculaire en respectant les précautions, c'est-à-dire on va utiliser une aiguille longue et fine avec un diamètre, on le voit ici, adapté à l'âge de l'enfant. On va faire une compression manuelle sans masser ni frotter pour ne pas perturber l'activité du vaccin pendant 2 minutes. Puis, on va informer le sujet vacciné, notamment les parents, qu'il peut y avoir un hématome. Donc, les hémophiles, il faudra les vacciner par voie intramusculaire si ils ont ces vaccinations qui doivent être faites. Enfin, pour finir, c'est pas le PEV, mais c'est actuellement la période de vaccination grippe. Je rappelle qu'il y a une note spécifique à la vaccination des enfants qui ont les mêmes indications que l'adulte, comme c'est repris dans l'instruction. Toutes les maladies chroniques, respiratoires, les maladies cardiaques, les maladies métaboliques, et on rappelle que l'obésité fait partie de ces maladies-là, les maladies rénales, hépatiques, neuromusculaires et immunodépression. C'est un vaccin inactivé qui n'a qu'une seule contre-indication, c'est s'il y a eu une allergie à l'un de ces vaccins. Et je le rappelle parce que la vaccination, qui est une vaccination recommandée, peut être co-administrée avec les vaccins. C'est tous les enfants, chaque année, quand ils sont à risque, et que le protocole est particulier, les enfants entre 6 mois et 9 ans qui vont recevoir leur vaccination vont avoir la première année où on les vaccine. Un cardiaque, il ne doit pas être opéré. La première année, on va lui faire 2 doses. Il n'y a plus de demi-dose dans la vaccination grippe depuis quelques années. 2 doses de 0,5 ml à 4 semaines d'intervalle. Les années suivantes, on fera une seule dose pendant la saison hivernale où le vaccin est mis à disposition. Que pour les enfants de plus de 9 ans, même si c'est la primo-vaccination, ça devrait bien y avoir une immunodépression, un traitement qui les met à risque de grippe compliquée, on ne fera qu'une seule dose par voie intramusculaire. Les nourrissons de moins de 6 mois chez qui ce vaccin est contre-indiqué, il faut recommander la vaccination de l'entourage s'ils sont bien entendu à risque. Et enfin, on peut le faire avec tous les autres vaccins du calendrier national de vaccination. C'était ma dernière plaque et je rappelle donc que ces vaccinations dont on a précisé ce qu'il y avait de nouveau par rapport au guide et quelques points, on ne peut pas reprendre la totalité du guide, va nous faire amener maintenant à quelque chose qui peut être un frein à l'application de ce calendrier. Ce sont les contre-indications pour lesquelles on voit dans la circulation, il y a très très peu de contre-indications à la vaccination. Donc Madame Belhala va nous parler, notamment comme elle l'a intitulé, démêler le vrai du faux, qu'est-ce qu'il y a de vraies contre-indications et pas de contre-indications dans le calendrier. Et je vous remercie.